Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Je suis ravi Bonjour. de Pierre-Yves de t'accueillir à nouveau sur cette chaîne. Notre entretien il y a quelques semaines avait passionné les gens, voilà, les personnes qui regardent ces vidéos, je les en remercie. Il faut dire qu'il était, comme toujours avec toi, très intéressant. Et puis c'est vrai que l'actualité va vite, donc je me suis dit on va y aller. Et donc je t'en remercie. Tu es évidemment président du cercle Aristote et souverainiste conséquent, solide. Et par ailleurs, toujours axé vers la recherche du rassemblement. Et ça, c'est très appréciable. Bon. Alors, on va commencer par un sujet quand même, allez, sympathique, parce qu'il n'y a pas que du léger et du sympa dans l'actualité. Mais quand même, et au-delà du sympathique, je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Tu as dû évidemment constater l'échec, le bid monumental du fameux No Twitter Day, lancé par nos amis Pain, Reichstadt, Mendes France, rejoint rapidement par quelques journalistes ainsi que médecins de plateau comme Karine Lacombe, et puis même le Parti socialiste, la PHP, la PHM, bon, etc. Et ça a été, je crois que jamais il y a eu autant d'activités, au contraire, et de paroles et de propos libres sur Twitter que ce jour où eux-mêmes avaient pourtant appelé à la censure. Alors comment tu analyses cette affaire? Est-ce qu'à ton avis, ils s'attendaient à être aussi insignifiants et avoir aussi peu d'influence? Alors, tu vois, je le fais rarement parce que c'est un argument que je n'aime pas, mais pour moi, il m'apparaît tellement évident dans le No Twitter Day qu'il y a un biais psychologisant. C'est parce que, enfin, il faut quand même avoir du souffle pour en balancer de ce calibre-là. C'est-à-dire, je me retire pendant 24 heures d'un réseau social Mhm. et donc grosso modo, sans moi, personne ne peut faire la fête. Donc sans moi, tout s'arrête. Enfin, Oui, ils ont même dit nous sommes Twitter. oui, nous sommes Twitter. Alors, Bernard-Henri Lévy, puisque c'est lui que je pense qu'il a le mieux formulé, c'est l'esprit du No Twitter Day. Quand il a rejoint cette initiative, il a dit: «J'espère que mon» je le cite quasiment mot pour mot, hein: «J'espère que ma décision, donc que mon absence, fera plier Elon Musk». À un moment, faut enfin, si tu veux, je sincèrement, i ce type de rapport à la réalité, non, je le dis, il y a derrière un problème qui est un problème de représentation, tu vois? N'importe qui d'autre aurait fait ça, on aurait dit: «Va consulter». Le monde ne peut pas, c'est ce qu'on appelle le solipsisme, hein, le fait de penser que le monde tourne autour de soi Bah, et c'est ce qu'on le pense jusqu'à 7 ans, normalement, jusqu'à l'âge de 7 ans, à peu près. si tu veux, à un moment, il y a le principe de réalité, en effet, qui naît vers les 7 8 ans. Mm. Et tu te dis: «Le monde, ce n'est pas que moi et le rapport papa-maman». Et tu vois, là, je ne sais pas dans quel cerveau ça a mûri, mais de croire que ça pouvait avoir une incidence, vu la puissance des algorithmes Twitter, vu le nombre qu'il faut pour qu'un hashtag monte, vu le nombre qu'il faut pour que Elon Musk lui-même voit une montée ou une descente de l'activité de son site, je me suis dit: «Qui a eu cette idée folle?» C'était ingagnable, sauf à imaginer que, le ce qui est le contraire même des médias dits, sociaux, que ces médias sont normalisables. Parce que, quand on est habitué à l'entre-soi télévisuel ou à l'entre-soi de presse écrite, Mm. comme de toute façon personne ne vous contredit jamais, vous Mm. imaginez qu'un micro-monde est un monde. Le problème des réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs le problème qu'ils n'ont toujours pas compris, et c'est pour ça d'ailleurs que dès qu'ils comprennent pas, ils ont ce que Philippe Muret appelait «l'envie de pénal», Mm. c'est-à-dire que dès qu'ils comprennent pas, ils appellent les flics. Il faut normaliser les réseaux sociaux, vous comprenez? Parce que dans les réseaux sociaux, on me contredit, je ne supporte pas ça. Ce sont des manières qui ne sont même pas des manières d'Ancien Régime. C'est des manières de la fin de l'Ancien Régime et c'est ce type de manière qui a emporté la fin de l'Ancien Régime. C'est-à-dire, grosso modo, les gueux, me posent des questions, garde, disposez des gueux. Ouais, c'est Or, exactement ça. évi évidemment, les ce truc de petit marquis ne pouvait pas marcher. Ils ont lancé donc le fameux hashtag #NoTwitterDay. Plusieurs hashtags, leur ont répondu, dont
Bon, un que je vais pas nécessairement citer ici parce qu'il est pas d'une politesse sans norme et qui s'adresse à monsieur Reichstadt au cas où celui-ci ne l'aurait pas vu qu'il regardera cette vidéo, et plusieurs autres dont, ViveX que je crois tu as relayé, que j'ai Ouais, relayé d'ailleurs à ta suite, heu, les ont dominés et donc les ouais, 24 heures se sont passées, il ne s'est rien passé. Je pense que je là par contre je n'en ai pas les preuves, que Elon Musk lui-même n'a absolument pas réagi parce que pour en réagir d'un homme de cette dimension, il faut peut-être, y aller avec un calibre un peu supérieur. Donc c'est un échec lamentable, bidesque, dont la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est à réouvrir la plaie béante de l'affaire Samuel Paty et du fonds Marianne, parce que mis à part Rudy rend l'argent, j'ai pas entendu grand-chose et et si tu veux, je m'interroge sur, est-ce que quelqu'un là-dedans a une stratégie quelconque? Ou est-ce qu'ils ont fait ça par psychologie? Ou est-ce qu'ils ont fait ça juste pour faire une OPEX, qui est une sorte de blague de potage qui aurait mal tourné? Parce que je ne vois pas le but recherché et surtout, quand tu es Thomas Huchon, Julien Pain, Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France et leur orchestre, je suis pas certain, tu vois, que tu aies les dimensions d'une opération comme celle-là. Tu vois? Tu vois, je trouve qu'elle a un peu mal vieilli l'agence Tourisque, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. je sais pas où est Barracuda là-dedans, ouais. Heu, mais est-ce que, tu penses pas qu'ils ont, comme tu le disais, est-ce qu'ils ne vivent pas dans un ancien monde où ils ont cru que les vieux médias, parce que leur opération a été extrêmement relayée, hein, et médiatisée. Il y a une pub médiatique énorme. Le matin même de l'opération, j'ai noté que Rudi Reichstadt a fait 3 matinales, France Info, France Inter et France 2. C'est quand même gigantesque, hein, Oui, c'est gigantesque. pour faire la publicité de l'opération. Est-ce qu'ils n'ont pas cru que le vieux monde des radios et des télévisions, dont on sait qu'il est très déclinant en réalité, et en particulier dans la jeunesse où il a quasiment disparu, l'emporterait sur ce monde des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'ils se sont pas complètement plantés en fait d'époque et de jeux d'influence aujourd'hui de qui fait vraiment l'opinion? Je pense que c'est une analyse qui se vaut. En réalité, tu vois, le problème, c'est que comme ce sont des gens qui ne voient pas le travail des idées, ils Mmh. auraient peut-être dû, se pencher un petit peu sur l'œuvre de Régis Debray, sur la médiologie. Ça n'a jamais que 25 ans, hein, donc si tu veux, c'est le rapport de la technique et de la pensée. Aujourd'hui, leur but, c'est de rétablir la verticalité des C'est ça. médias élitaires, c'est-à-dire votre rédac chef vous dit ce qui existe et ce qui n'existe pas, presse écrite, et le presse télévisuelle, le réel se négocie entre les opérateurs de médias de l'Élysée et des institutions, le chef rédac et le chef pub, parce que faut pas mécontenter les annonceurs. Ce monde-là qui a été le monde qui a défini le média à l'occidental depuis l'après-guerre, jusqu'à nos jours, heu, est un monde qui a quand même si tu veux, une sacrée perte de vitesse. Or, je pense qu'ils ont voulu, et c'est là où ton analyse est la bonne, confronter les 2 mondes en disant: «Avec le tir de contre-batterie qu'on a, on devrait pouvoir s'attaquer à Musk». D'ailleurs, tu as vu qu'une partie non négligeable du tir de batterie visait Musk personnellement. Moi, Bien j'ai vu sûr. les articles du Monde et cetera. Dès la Heu, Tribune d'ailleurs, dès la Tribune qui a lancé l'opération, c'était contre Musk, ouais. C'était contre Musk. Bien évidemment, il y a un côté que nos spectateurs n'ont pas pu louper, qui est de soutien dans tir de contre-batterie à monsieur Breton, qui à lui tout seul a bien du mal, à affronter Elon Musk, parce que le no backroom deals, ça lui a fait beaucoup de mal et c'est là où tu vois qu'ils se sont trompés d'époque. Parce que essayer de normaliser, la parole de millions de gens, en essayant de faire rentrer dans le rang, des entreprises américaines, alors qu'avant
tout ce qui était américain, tu te mettais à plat ventre dedans parce que c'était sponsorisé par le Parti démocrate. Le problème, c'est que ce monde-là est en train de mourir. Or, Elon Musk, il a une chose pour lui, il émet depuis les États-Unis, donc il a le premier amendement. Et tu ne peux C'est pas vrai. être à la fois soumis à l'Amérique et essayer de contrer quelqu'un sur un terrain strictement américain qui est le terrain du premier amendement. Ouais. Et là, si tu veux, ni les eurocrates et encore moins leurs laquais que sont les Reichstag et consorts, ne se rendent compte d'où ils sont parce que, imagine, ils y arrivent. Musk met pied à terre, tout ce que tu veux. Tu sais, parce que dans une opération militaire, faut se dire: «Et si on gagnait? Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Mais s'ils gagnent, ils peuvent s'effondrer encore plus vite. Parce que si ils refont un moule vertical de la pensée, mainstream, c'est-à-dire circuler, il y a plus rien à voir, ils vont faire ressortir les gens des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont une soupape de sécurité qui a pu être utile pour le pouvoir. Parce que tant que les gens s'énervent dans les réseaux sociaux, ils s'énervent pas dans la rue, C'est vrai. tu vois? Or, de toutes les manières, ce monde-là meurt. Que tu ailles par la droite, que tu ailles par la gauche, soit ils s'y adaptent, soit ils meurent. Mais ils veulent maintenir la verticalité de l'information, c'est-à-dire: «Nous parlons, vous avalez». Mais si tu veux, c'est on ne fera pas rentrer le diable dans sa boîte, c'est fini. Bah, c'est toute la logique du règlement européen DSA. C'est recréer de la centralisation de l'information, de la verticalité, comme tu dis, avec l'idée qu'une armée de censeurs, je crois qu'ils sont 120 ou 123, enfin Breton a donné le chiffre récemment, c'est à peu près ça, depuis Bruxelles, pourrait rétablir une espèce de verticalité de l'information et de la vérité, comme un ministère de la vérité, depuis Bruxelles pour 450 millions de personnes sur des réseaux sociaux. C'est complètement dingue, complètement décalé par rapport à l'époque et au fonctionnement même intrinsèque, philosophique du réseau social, qui est par définition décentralisé, que on a l'impression que ce monde-là est un peu dépassé en réalité. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et alors, ils peuvent agir par la force, évidemment, de la loi, du règlement européen, de l'argent, de tous les réseaux qu'ils ont. Mais de toute façon, le réseau social peut toujours se reconstituer de manière décentralisée ailleurs. Et les gens peuvent migrer très vite sur des plateformes qui ne sont pas atteignables directement par Bruxelles. Nous, on a fait une vidéo récemment avec des experts du sujet qui nous ont expliqué que ça pouvait aller très très vite. Ou effectivement, si tout ça disparaît, si ces soupapes disparaissaient, ça pourrait être pour eux extrêmement dangereux. Parce qu'on pourrait avoir au contraire une expression qui se fait directement dans la vraie vie. Mmh. Ce qui, à mon avis, ne le souhaitent pas. Donc, dans Bah, tous les cas, leur pari me semble perdant. Voilà. si tu Et veux, je suis très heureux personnellement de ce qui s'est bien passé le sûr. jour du No Twitter Day, qui est quand même un signe de vitalité et de drôlerie française. On a vu beaucoup de choses. Alors eux, ils ont trouvé ça épouvantable, mais j'ai vu beaucoup de choses très drôles et très fines, au-delà du Oui, hashtag je suis d'accord. que tu n'as pas cité, qui était là très fin, mais qui était assez drôle, mais pas fin. Mais pour le reste, on a vu des choses très très drôles et fines, et on se dit, tiens, il y a Ouais. encore un humour français gaulois sympathique. Oui, si tu veux, il y a eu ça a Par été un ailleurs. festival de gauloiserie qui, moi, Ouais, m'a fait beaucoup rire. ouais. Si tu veux, toute cette affaire a eu un parfum assez délicieux, hein. Mais C'était une journée joyeuse, hein. C'était une journée joyeuse. non, c'était, dans la morne plaine de notre actualité, On est d'accord. récente, je trouvais que c'était une excellente chose. Mais tu vois, ce qui vraiment la seule chose qui, sans m'inquiéter, qui ne m'a d'ailleurs pas surpris, mais j'imaginais pas qu'ils en étaient à ce point-là, c'est qu'ils vont s'harnacher au vieux monde, ils vont s'accrocher avec les ongles et résultat, ils utiliseront la violence. De toute façon, le si tu veux, ils s'accrochent au lambeau d'un monde qui disparaît petit à petit et si tu veux, ils veulent utiliser la brutalité parce qu'ils ont plus que ça. Le problème, c'est que c'est quand tu as plus que ça, que ça commence mal Bah, et bien sûr. heu et heu et si tu veux, tu vois, imagine, voilà, tu ne tu peux dire que, tu peux faire, matérialiser ce que Vladimir Bukovski appelait l'UERSS, c'est lui qui a créé la formule URSS. La seule chose, c'est que, voilà, te il n'y a rien de pire pour un pouvoir que d'avoir à écraser un vent de liberté qui a déjà eu lieu. Mmh mh. C'est-à-dire soit il fallait pas le laisser rentrer, Mmh.
soit fallait le laisser rentrer parce que tu le voulais, cas typique, c'est la révolution culturelle maoïste, Mmh. qui a servi à une vague de répression, hein, comme disait Mao: «Laisser pousser les mauvaises herbes pour pouvoir les Oui. sarcler». Et le problème, c'est qu'ils ont pas l'intelligence de Mao. Mais maintenant que le vent de liberté a eu lieu des années 2000 ou 2020, donc ça fait 20 ans de libre expression, dont la 1re très belle fleur fut 2005, tu t'en rappelles comme moi. L'idée de vouloir remettre le couvercle sur la cocotte minute quand tu n'es que Thierry Breton, quand tu n'es que Rudi Reichstadt, C'est compliqué. je pense que tu comment dire? Tu as pris trop de confiance en toi, C'est vraiment. ça. On peut dire ça comme ça. Alors justement, je vais passer au deuxième sujet. Je préviens qu'après, on va étudier le nouveau traité européen, hein, parce que j'ai beaucoup de Bien gens qui me sûr. posent la question. Mais d'abord, on va faire alors le lien, si tu veux. Euh, donc Breton, etc., a écrit Elon Musk parce que du fait du conflit au Proche-Orient, ravivé, comme tu le sais, depuis le 7 octobre, il y aurait subitement énormément de désinformation, paraît-il, sur les réseaux sociaux. Bon, donc ça les a déchaînés à ce moment-là. Mais ceci dit, je vais m'attarder un petit peu avec toi. On en avait déjà beaucoup parlé ensemble, donc on ne va pas y passer non plus trop de temps. Mais le conflit évolue, bien sûr, le conflit entre Israël et le Hamas au Proche-Orient. J'avais d'abord une première question à te poser, euh, un peu politique. Après, on va Mmh. revenir un peu sur la géopolitique, mais il me semble qu'il y a quelques leaders politiques français qui poussent au maximum à ce conflit là-bas et appelant à des actions très brutales. Bon, en dépit, sans d'ailleurs s'intéresser beaucoup aux conséquences humaines quand même de tout cela. Euh, alors qu'on les trouve ici extrêmement timides quand il s'agit simplement de dire que pour réguler fortement l'immigration, il faudrait quitter la CEDH, l'Union européenne et Schengen. Donc, si tu veux, j'ai l'impression que par procuration, ils vivent une espèce de guerre contre l'immigration et l'islamisme là-bas, poussant au pire conflit qui pourrait évidemment dégénérer en embrasement régional, voire mondial. Donc, ça me paraît très irresponsable. Alors que quand on les voit ici, ils sont tout timides comme des petits poussins face à la CEDH, l'Union européenne, alors qu'on sait que la clé, si on veut vraiment lutter contre l'immigration et reprendre le contrôle, et donc par définition contre l'islamisme et tout cela, ce serait de quitter ces instances, commencer par quitter ces instances pour reprendre le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai Totalement, ce totalement. sentiment-là de Le mettre une c espèce de force et de violence et de férocité là-bas, mmh, alors qu'ici, totalement. en France, où on les attend, et c'est ici qu'on les attend, ils sont tout penauds et tout timides et ils ne disent rien en fait face au système. Bah, Qu'est-ce que tu en c penses de tout ça? ah non, mais si tu veux, totalement, parce que quand je vois des gens qui se mettent derrière le bidas israélien pour l'envoyer au carton, parce que c'est Carton. pas eux qui vont aller au carton, le c'est pas eux qui vont aller au carton. Quand je vois des gens qui, brandissent la civilisation contre le Hamas, mais qui en même temps, heu, perdent tout sens commun. Je vais te donner un exemple. Quand je vois des gens qui sont à la fois en Arménie et au Proche-Orient, le problème, c'est que Israël est le fournisseur des armes azerbaïdjanaises qui a servi à vaincre les Arméniens. Tu vois? La logique, tu vois? Il faut jamais oublier la dimension politique des choses. Le Ah, mais problème merci de le dire. À force non mais d'oublier les dimensions politiques et de se concentrer sur des dimensions religieuses et civilisationnelles, on ne comprend plus rien. non mais, si tu veux, manipuler le mot de civilisation pour, en arriver à une logique de cousinage, c'est-à-dire, je vais me friter avec machin parce que j'appartiens à un ensemble, il y a ça peut créer une théorie d'engrenage qui est extrêmement dangereuse. Il est tout à fait normal qu'Israël entende récupérer ses otages vivants. Il est tout à fait normal qu'Israël entende faire payer les actes terribles, l'utilisation des viols, et cetera, à l'organisation Hamas qui, si elle ne voulait pas, perdre ses lieutenants, n'avait qu'à pas attaquer, ça c'est tout à fait normal. Les terroristes comprennent ce type de choses, le Hamas comprendra ce type de choses. Par contre, d'oublier la dimension politique de tout ça,
déjà, je veux dire, et Macron y a participé. Quand tu dis: «On va faire une coalition internationale», parce que grosso modo le Hamas c'est l'équivalent de Daesh, ce n'est pas vrai, les 2 ça n'a rien à voir. Avec des pays arabes qui sont contre Daesh, mais qui soutiendront évidemment, les Mais Palestiniens jusqu'au bout. qui Donc contraindront les tout ça n'a Palestiniens. tout ça n'a aucun sens. Si tu veux, tout ceci n'a pas de sens, c'est le concours Lépine de celui qui aura la plus grosse bêtise à dire. Donc à un moment, faut revenir à la définition politique des choses. Si, le Hamas si le Hamas a la puissance qu'il a aujourd'hui et fait ses actes pour retourner la table, c'est parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur et il n'y a pas de dialogue disons, avec des Palestiniens légitimes. Et le problème, c'est que le Hamas a eu une part de légitimité, c'est horrible à dire, mais il a quand même reçu des voix à Gaza. Oui. Nul ne peut évaluer sa légitimité actuelle parce que les élections sont passées depuis très longtemps et que le Hamas utilise la répression dans les rues de Gaza. Or, le problème, c'est qu'il voulait, à mon avis, outre, comme je te l'avais dit, arrêter les processus en cours entre Téhéran, Riyad et Tel Aviv. Ça, il les a pour l'instant gelés, mais j'espère que la marche, justement, politique et interétatique reprendra. Et il voulait, je pense, damer le pion définitivement à l'autorité palestinienne pour aider à des soulèvements en Cisjordanie. Soulèvements qui n'ont pas eu lieu. Mmh. Donc sur ce point-là, le Hamas a certainement raté sa cible. Et c'est pour ça que, outre une opération militaire qui doit avoir lieu, mais ne doit peut-être pas avoir lieu au milieu des populations ouvertes, c'est, si tu veux, parce que là, Israël est en train de perdre l'opinion. Alors je connais la phrase de Golda Meir: «Je préfère vos condamnations à vos condoléances». Je peux comprendre cette stratégie-là. Je pense qu'elle est contre-productive à long terme, c'est un avis. Mais Mmh. surtout, quand je vois des gens qui n'ont pas de billes là-dedans, qui appellent à des actes violents alors qu'il y a des civils israéliens pris au piège, qu'ils seront les Et premiers à le français payer, et français, et français, ce seront les premiers à le payer parce que les otages seront, bien sûr. si le Hamas se sent menacé, il les exécutera. Ils auront aucun état d'âme là-dessus, ça, c'est certain. Et le problème, c'est que toute une partie du monde, pas uniquement du monde musulman, mais du monde, voit aussi la détresse des populations civiles palestiniennes qui sont, tout de même entre le marteau et l'enclume. Et si, alors après on peut dire, l'Égypte a qu'à ouvrir les portes, mais si l'Égypte ouvre les portes, c'est la contagion à l'Égypte. Je comprends le maréchal Al-Sissi. Or, le problème, tu comprends, c'est que on est en train de faire régresser la compréhension politique globale de ce conflit et on rajoute un peu, tu sais, comme des eunuques pornocrates, on rajoute une virilité qu'on n'a pas vis-à-vis de l'étranger, alors que, tu vois, moi je veux bien que des gens me disent: «Vous verrez, avec un tel ou un tel, on ira, botter les fesses d'Ismaël Haniyeh». D'accord. Le problème, c'est que quand tu trembles devant Charles Michel, tu iras pas te battre face à Ismaël Haniyeh. À un moment, faut arrêter. Tu vois? Et 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 moi, tu vois, les mecs qui font les Mais c'est une guerre j'ai par toujours eu procuration, si tu veux. C'est par tu vois, procuration. j'ai toujours eu un profond dégoût des gens qui font la guerre avec la peau des autres. Oui, Donc c'est ça. le Et et d'ailleurs, le je vais te le plus dire, moi, ça me semble, très contradictoire parce que si tu as un transfert massif des Gazaouis vers l'Égypte, par exemple, ce qui est un plan possible qui a été sorti par Wikileaks d'Israël, euh, les gens ne resteront, ou l'Égypte fera en sorte qu'ils ne restent pas en Égypte. Et ils se retrouveront où? Ils se retrouveront en Europe et en France. Et évidemment. donc, ceux qui te disent lutter ici contre l'immigration massive, etc., verront débarquer des millions de personnes, dont un bon paquet de gens du Hamas et d'islamistes, etc., directement en France. Donc, c'est complètement, par ailleurs, contre-productif et contradictoire. Voilà, moi je le dis, mais c'est fait, je sais pourquoi, c'est fait pour flatter un certain électorat qui se dit, tiens, c'est bon, il leur en fout plein la gueule là-bas, alors qu'en réalité, on ne prend pas la mesure du sujet en France. Si on veut régler le problème migratoire en France, on reprend le contrôle. Et effectivement, si on tremble déjà devant Ursula et Charles Michel, on aura du mal à demain être crédible sur ce genre d'affaires. Non, mais je voulais quand même en parler parce que ça me paraît, moi, gros comme, enfin, Non ça me mais paraît très, 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 je très évident cette affaire. je me permets de rebondir sur ce que tu dis,
ce que tu dis a raison, c'est que le seul il y a eu des plans stratégiques, le général Gallois en avait fait, sur le fait de réaménager le Sinaï pour pouvoir utiliser le Sinaï comme pivot pour régler ce conflit, mais ça demandait un investissement drastique, terrible de la communauté internationale Bien sûr, pour pouvoir rendre ces lieux vivables. L'Égypte n'en a pas les moyens et le maréchal al-Sissi lutte déjà suffisamment pour liquider les groupes islamistes qui, pour l'instant, y vivent. bien sûr. Or, le si tu veux, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans cette surenchère verbale, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'elle a lieu devant des puissances multipolaires, la Chine et la Russie entre autres, qui essayent, qui nous voient, encore une fois, être gouvernés par l'hystérie. C'est-à-dire que tout le monde en développement voit l'Occident péter les plombs tous les 6 mois. Covid, Très juste. heu, Ukraine, Covid, conflit israélo-arabe, guerre en Ukraine. Tous les 6 mois à 1 an, l'Occident pète les climat, plombs. climat. Climat et tous les pays qui sont gouvernés politiquement, qui donc sont gouvernés on fait pas de politique avec de la fièvre. On gouverne la tête froide et donc tous ces pays-là, qui sont des pays qui sont gouvernés avec la tête froide, donc qui sont gouvernés comme nous on l'a été pendant quand même plus de 1000 ans, nous regardent et disent: «Qu'est-ce qui arrive, le enfin c'est quoi? C'est l'andropause de l'occidental moyen qui fait qui pète les plombs?» enfin le et comment veux-tu que des gens qui pour certains, se prédestinent à des fonctions suprêmes, qui ont réagi à toutes les hystéries, parce que les mêmes qui te disent que le bidas israélien doit y aller, avec leurs encouragements, sur la guerre en Ukraine, ils ils se sont enterrés. Sur le covid, pour la plupart, ils ont collaboré. Sur l'hystérie, antipopulaire vis-à-vis de mesures écologiques liberticides, pas un mot. Sur le marché européen de l'énergie, pour les 2 tiers, pas un mot non plus. Donc si tu veux, imagine que ces gens-là arrivent en responsabilité, des pays qui ont une longue mémoire comme la Russie ou la Chine, diront: «Écoutez, d'ores et déjà, on sait que de toutes les manières, vous, on n'a pas à vous parler. Vous êtes des laquais et Des quand vous êtes pas guignols, des laquais, vous êtes des hystéros. Donc des nous, on guignols, a ouais. besoin de gens sérieux, terminé». Or, tout le monde, si tu veux, les gens compensent par l'emphase, le sérieux politique qu'ils n'ont pas. Exactement. Est-ce que tu crains un embrasement régional du conflit? Si tu veux, on a toujours tendance au Moyen-Orient à croire puisque c'est simple, c'est une gigantesque station-service, donc tout le monde a peur que le premier qui craquera une allumette la fasse flamber. Et finalement, elle flambe de temps en temps, mais pas autant que ça. Je À titre personnel, je ne pense pas. Ce que je pense par contre, c'est, que la surréaction occidentale fasse perdre un temps précieux à la normalisation de la région, point 1. C'est que l'après-conflit soit terrible comme bilan pour la société civile israélienne, parce qu'à un moment, Benyamin Netanyahou va certainement devoir rendre des comptes, parce qu'il va pas rendre des comptes sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, hein. Non, mais Il a 30 ans de rendu de compte à ouais. faire, Benyamin Il est Netanyahou. pareil en ce moment au cœur d'une polémique parce qu'il y a beaucoup de documents qui sortent sur le fait qu'il était quand même, très informé sur le 7 Bien octobre. sûr. Donc si tu veux, ça va être un examen de conscience, pas uniquement pour le complexe sécuritaire israélien, mais pour la société politique israélienne, qui va être très particulier. Parce que Benyamin Netanyahou est increvable, c'est un grand magicien, mais là, après ça, il va falloir quand même qu'il sorte vraiment un gros lapin du chapeau, Houdini. Le c'est le mais tu vois, heu, tu vas avoir ces effets-là. Tu as des effets, si tu veux, que la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays vont être vus, parce qu'ils sont plus calmes, comme des interlocuteurs de plus en plus privilégiés. Et je pense que parce qu'il y aura à un moment une normalisation entre Israël et au moins un triangle qui pourrait être, Riyad, Téhéran, Le Caire,
Mmh. Je mets volontairement Ankara à part, hein, parce que Mmh. le sultan, lui, il a intérêt à surjouer, parce que lui, il a besoin de l'oreille de la rue arabe, hein, donc il va Lui, il est surjouer pas hyper fermement. calme en ce moment, pour le coup. Non, il va lui et l'économie turque ne lui permet pas le calme, donc si tu veux, lui compense parce que, ce qui est bien avec le conflit israélo-palestinien, c'est que tu peux dire que si tu as totalement échoué chez toi, ça doit être la faute d'Israël, par, le voisin de la grand-mère du chat, tu vois? Donc, donc si tu veux, c'est une vieille tactique que fait le sultan parce qu'il il a il les dernières élections se sont pas si bien passées que ça, enfin bon, pour des tas de raisons. Mais s'il y a ce rapprochement politique qu'à titre personnel, je souhaite pour la zone, mais ça, c'est indifférent, mais que je vois arriver et qui déjà est largement fait par la normalisation Riyad-Téhéran, qui était certainement la plus difficile à obtenir, Bien sûr. puisque la normalisation Riyad-Tel Aviv, elle a déjà eu lieu sur le dos des Iraniens depuis un moment, hein. Donc, je pense sincèrement, hein, que ça, c'est tout à fait faisable et que ça se fera sous l'égide, allez, on va être poli, russo-chinoise, sinon sur l'égide chinoise tout court. Mais russo-chinoise au moins, ils ont besoin des Russes parce que ça permet d'inclure la Syrie et d'inclure une part non négligeable, des Israéliens, parce qu'il y a énormément de russophones en Israël. Or, le ça aura lieu sans nous. Parce que là, voilà, un moment, on se dit: «Bon, on peut plus faire venir les occidentaux à table, ils ont pas pris leur calmant». Donc voilà, tu sais, dans certaines familles, on a ça, on a un oncle particulièrement agité, bah, quand on n'arrive pas à le mettre en bout de table, ben, on oublie de lui envoyer le texto de la réunion de famille. Bon, bah, Ouais, on s'isole encore plus, à sauf à ce que quelqu'un fasse quelque chose de stupide, c'est-à-dire que certains radicaux dévient, la question palestinienne sur le cas iranien. Tu as remarqué que pour l'instant, le Hezbollah n'a pas bougé comme on l'attendait et cetera. Ça veut dire que la diplomatie russe particulièrement s'affaire en bien privé sûr. à éteindre l'incendie. Donc, s'il n'y a pas de débordement vis-à-vis de Téhéran, et je ne vois pas pourquoi il y en aurait, surtout que là, pour le coup, la chasse israélienne aurait bien du mal parce qu'elle est attendue, hein, entre autres, un système assez performant de DCA. S'il n'y a pas de dérapage de ce type-là, non, ça va avoir une plaie terrible dans la société israélienne et pour moi, ça va avoir 2 grandes conséquences. Premièrement, le statut des villes mixtes en Israël, parce que plus personne va vouloir vivre entre arabes israéliens et israéliens, ça, premièrement. Et deuxièmement, tu vas avoir une autre grande conséquence, ça va être, je pense, la radicalisation de la vie politique israélienne, parce que toute une part de l'électorat, qui est l'électorat résiduel Mmh. des partis travaillistes et centre droit, va émigrer, certainement d'ailleurs, plutôt alors aux États-Unis, au Canada et en Europe, ce sera certainement vers Berlin, qu'il y a une forte réimplantation en zone allemande et ça va encore mettre Israël dans la main des plus durs, qui vont se choisir, je pense, un gouvernement, disons, d'union nationale droitière, dont le représentant ne peut plus être Benyamin Netanyahou, je pense, à terme. Peut-être Bennett, peut-être quelqu'un que nous n'avons pas encore vu, mais je pense que ce sera les vraies conséquences et donc ça va orienter Israël vers un parti permanent de droite dure et qui ne peut que se radicaliser parce qu'il est sur la dynamique démographique des ultra-orthodoxes. Ouais, donc avec évidemment un problème pour la stabilité de la région, ça me paraît évident. Alors, bon, bah, Mmh. espérons qu'il n'y ait pas de provocation ici et là pour que ça s'embrase régionalement et que tu aies, donc, raison dans tes analyses, qui me semblent solides. Est-ce que tu as remarqué au passage, hein, suite au drame d'Arras, là, le professeur égorgé par un ressortissant russe, alors je ne sais pas s'il était tchétchène finalement ou, pas forcément, enfin s'il était tchétchène apparemment. Il pouvait être Mais du tu as remarqué Daghestan, que oui. Darmanin a redécouvert la Russie. Il a dit, bah, finalement, depuis les sanctions, on ne parlait plus avec la Russie pour les expulsions de clandestins, enfin, d'illégaux, mais on va être obligé de reparler avec la Russie parce que c'est notre là quand même, sinon on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc sur ce cas-là, si tu veux, euh, on a l'aveu que les sanctions mettent en danger la France en réalité. Tu vois, Oui, évidemment. là Ah du bah, sujet, c'est qu'on s'est évidemment. mis, on a pour le coup, à cause des sanctions et de l'arrêt de tout dialogue,
qui a été renforcé après 2022, mais le dialogue avec la Russie est déjà très mauvais depuis au moins 2014, hein, eh bien, on a mis en danger clairement des Français. Et ça, je crois qu'on peut multiplier sur toute une série d'exemples liés aux sanctions anti-russes. Qu'est-ce que Bah, ça t'a fait réagir, ça? alors, si tu veux, déjà, il y a une règle intangible des rapports normaux entre États. Quels que soient les mauvais rapports, le dialogue et particulièrement le dialogue sécuritaire entre services, de renseignement et entre diplomates, mais surtout entre services de renseignement, quand on n'a pas de diplomate très efficace, ce qui est malheureusement notre cas, ne doit jamais, jamais, jamais être coupé. Je rappelle que Manuel Valls a refusé les listes de terroristes Tout à fait. infiltrés dans les réseaux de migrants venant des Balkans et qu'une partie d'entre eux a servi sur notre sol et que Bachar el-Assad avait offert ces listes avec ces noms et que Manuel Valls les a refusés et que Manuel Valls n'a jamais été ni jugé ni condamné pour cet état de fait parce que ça, c'est de la mise en danger délibérée. Point. Oui, on se Et demande pourquoi il n'y a pas des bah, suites pourquoi judiciaires à cette pourquoi il y a pas affaire. des suites Gravissime. judiciaires, tu vois? Or, Gravissime. le on ne refuse pas. Alors évidemment, oui, quand quelqu'un te rend un service ça, de cette taille-là, tu es obligé de faire un petit geste. Ça, c'est indiscutable. Mais comment peut-on refuser, au risque de la sécurité de ses ressortissants, de maintenir un dialogue? C'est et puis surtout, là encore, la dépolitisation. La vie internationale, ce n'est pas une cour de récré où tu dis: «Tu m'as volé mon goûter, je ne te parle plus». D'accord? Ça, si tu veux, chez les enfants, c'est normal. Dans la vie internationale, heu, le fait de bouder n'est jamais valorisable. Alors, pour avoir été enseignant, il faut éviter dans une classe d'avoir une prime à celui qui embête tout le monde. Sur la scène internationale, il y a toujours une prime à l'emmerdeur. Et Mmh. d'ailleurs, le général de Gaulle a été l'emmerdeur de l'Occident pendant tout le temps qu'il était là. Parce qu'il y Bien a sûr. toujours une prime à l'emmerdeur constructif, si tu veux, en relations internationales. Mais, heu, si tu veux, il y a pas de prime au boudeur. Or aujourd'hui, l'Occident, c'est: «Vous avez refusé de vivre selon nos canons, on boude». Le problème, c'est que nous avons totalement mésestimé le degré réel de dépendance du monde à nous, beaucoup plus faible que ce que nous pensions. Et nous avons totalement sous-estimé le degré de dépendance que nous avions au monde par nos croyances folles à la finance, au libre-échange et à ce que la et grosso modo à la vie internationale, tu vois? Habermas, État-monde, gouvernance mondiale, que des produits intellectuels, disons, inemployables à l'étranger et inexportables. Nous avons en réalité, l'Occident est un somnambule depuis grosso modo la chute de l'URSS. Nous marchons dans un rêve bisounoursique et aujourd'hui, les gens qui ont été les témoins de ce rêve parce qu'ils n'étaient pas encore acteurs de la vie internationale, nous disent: «Écoutez, voilà, vous vous êtes fait un grand trip, heu si tu veux, Easy Rider, un grand trip, un grand rêve. Nous, on a un vrai monde à construire et à vivre. Tu vois? C'est ça. C'est les routes de la soie chinoises et cetera. C'est-à-dire que des projets que nous, on va regarder comme les vaches regardent passer les trains. Oui, et le choc fait mal. La réalité fait Ah bah, surtout quand tu te si reprends la réalité en pleine ah figure, ça bah, peut être très douloureux. et puis surtout quand la seule chose que tu as à opposer, c'est de diaboliser les gens alors que plus personne ne t'écoute, ce que font les Européens. C'est, de mettre des tensions cas américains pour cacher tes faiblesses internes et à un moment, c'est l'escalade verbale qui pourra être sur un dossier ou sur un autre, l'escalade verbale de trop
parce que pour l'instant, les pays émergents sont dirigés par des hommes d'à peu près une soixantaine d'années tous qui ont vécu des épreuves personnelles qui font qu'ils connaissent la fragilité de la vie. Tu vois, Vladimir Poutine, il a tout perdu à un moment de sa vie, hein, il est devenu chauffeur de taxi. Xi Jinping est né en disgrâce, son père a été torturé lors de l'affaire de la Banque des 4. Ce sont des gens qui savent que tous les équilibres sont fragiles et temporaires, mais à un moment, nous pourrions tomber sur, moi c'est ma crainte, Mmh. parce que ces hommes ne sont pas Une nouvelle étrangers, génération sur une plus nouvelle agressive. génération qui va nous prendre pour ce que nous sommes, Mmh. et à un moment va nous dire: «Plus de leçons, sinon confrontation». Et là, c'est là où il y a un vrai risque. C'est pour ça que j'attends impatiemment qu'à un moment en Occident, il y ait un ou 2 ou 3 dirigeants un tout petit peu, réalistes, mais malheureusement, ça ne peut être fait que parce que le monde occidental est hiérarchisé de la sorte, ça ne peut être fait que par le déclic américain. Je ne vois pas, il peut avoir un déclic, disons, un moyen ou du moins, avec des effets, relatifs à partir de l'Angleterre. Mmh. Si on infuse dans les idées de la Global Britain, mais objectivement, ça me fait de la peine de le dire, mais on a tellement perdu de souveraineté qu'on en est là. Heu, je pense que le seul moyen que ça évolue, c'est un choc interne à l'Occident, et le seul qui est prévisible ou et qui est potentiel, c'est, le choc des élections de novembre 2024. 2024 aux États-Unis, ouais. Tu vois? Mmh. Je ne vois rien d'autre, sauf, tu vois? Parce que même l'effondrement de l'armée ukrainienne, aujourd'hui, on s'est mis tellement on les Américains y ont fait quand même un gros pas de côté, hem, ça n'emporterait pas, de changement, intellectuel, de changement de personnel et de changement de méthode. Tu vois? L'Ukraine, c'est déjà en train de passer, en fait. Je crains que l'Occident ait besoin d'un choc interne pour, parce qu'aujourd'hui, c'est le fait de compenser verbalement une puissance que nous n'avons plus, fait de nous l'homme malade du monde. C'est on est vu comme une menace, non pas par notre force, mais par notre hystérie Ouais. et notre déchéance. À vrai dire, tous les gens qui pensent en termes civilisationnels pensent que la Chine se réveille tous les matins en disant: «L'Occident a encore baissé dans la nuit, youpi!», que Poutine se dit la même chose, que le monde musulman se dit la même chose. Pas du tout. Si tu veux, aujourd'hui, ce que je crois voir des dialogues que j'ai avec le monde des intellectuels du monde en développement, ce qui leur fait peur, c'est pas nous, c'est notre chute. Tu sais, il Ouais, y bien avait la sûr. phrase d'un sultan ottoman à son vizir à la à la fin du 19e siècle. La Russie était très faible, et donc le vizir demande: «Mais sultan, nous pourrions attaquer la Russie sur son flanc sud et on grappillerait du terrain, c'est sûr. On leur marcherait dessus». Et là, le sultan avait eu cette phrase, il avait dit: «Son cadavre tombant suffira à nous tuer». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, une partie des pays en développement se dit: «Si l'Ouest s'effondre, ce sera sur nos pompes». Le C'est pour ça qu'ils ne souhaitent absolument pas notre, ils veulent pas qu'on entre dans leur sphère. Tu vois? Cas ukrainien, cas taïwanais, OK. Mais la Chine ne veut pas que nous nous effondrions. C'est une nation commerçante, hein, je le rappelle. Qui dit Mmh. commerçant dit client. La Russie ne veut absolument pas que nous nous effondrions, mais ils sont témoins de ça, de manière à la fois ébahie et terrifiée, comme ceux qui ont dû assister à l'incendie de Rome. Tu vois? Et nous, on imagine qu'on a des tas d'ennemis à l'extérieur. Tu vois? Il y a un complexe obsidional aujourd'hui Mmh. chez les eurocrates particulièrement, mais chez les occidentalistes d'un point de vue général. Tout le monde nous en veut, tout le monde veut notre peau, alors que le mal est en nous, profondément ancré en Évidemment. nous. Ah bah, au signe justement que le mal est en nous, merci de cette transition. Tu as dû voir cette semaine ce qui a été voté par la commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen, une espèce de projet, mais de révision des traités européens qui
qui créerait, on va y revenir un petit peu, mais qui créerait, c'est même pas l'Europe fédérale, parce qu'on est déjà dans l'Europe fédérale, quand on gère plus sa monnaie, son budget, c'est déjà une fédération, de fait. Mais là, c'est vraiment l'État européen, en fait. Oui, bien sûr. Même la Commission qui devient un gouvernement, etc. Alors, l'État sans peuple, hein, l'État sans nation, il n'y a pas plus dangereux, il n'y a pas plus totalitaire que ça. On le sait par Mmh. histoire, un État sans peuple, sans nation, c'est très effrayant. Mais ça ne peut venir de cerveau, parce que ça a été voté par 19 gars, en fait, hein, en commission, pour 450 millions de citoyens potentiellement derrière, enfin de gens derrière. Ça peut venir que le cerveau profondément malade. C'est-à-dire, imaginez qu'on puisse, à des civilisations, des pays, des nations aussi anciennes, aussi vieilles, aussi différentes, imposer un truc complètement unitaire, un État qui ferait disparaître de fait les États nationaux que nous connaissons bien depuis longtemps, montre qu'il y a une espèce de maladie. Enfin, pour moi, l'européisme aujourd'hui, dans son stade actuel, est pire qu'une idéologie à combattre. Enfin, c'est quelque chose. Ça relève de l'État secte, Ça, très clairement. ça relève exactement cela. Ouais, ça relève de ça, de la, la psychiatrie politique, je ne sais pas comment le dire, mais si tu veux, et c'est extrêmement dangereux parce que On appelait la ça embarque, ponérologie dans le temps. potentiellement, ça peut nous embarquer vers des choses très tyranniques et très dangereuses. Alors, ce projet, c'est la suppression des droits de veto nationaux, c'est transformer la Commission européenne en un gouvernement, Mmh, mmh. c'est de donner des compétences exclusives nouvelles à l'Union européenne, c'est là où elle n'a pas de compétences, lui donner des compétences partagées, c'est créer un référendum européen. Et alors, ça c'est très pervers parce que les gens se disent c'est démocratique, mais en fait, la France pèse 15% en termes de population de l'Union européenne. Donc, si vous avez vraiment un référendum européen, ça veut dire qu'on peut encore plus vous imposer des choses. Et Bah, évidemment, ça serait au et détriment le des pire, référendums nationaux. bien sûr, parce que en Et ça fait plus, croire, ça entretient ce mythe qu'il y a un pays européen, un peuple mmh, européen. Enfin, et qu'est-ce que tu as pensé de cette affaire alors, et de la bah, c'est faiblesse très du débat simple. en France sur cette affaire aussi, hein. Bah, oui, on arrive au point où, comme l'Angleterre est partie, heu, les, eurocrates, bon, et l'impérialisme allemand derrière eux, se disent: «Il est grand temps qu'on en termine avec, la souveraineté des États restants et particulièrement la vache à lait de la construction européenne qu'est la France». Parce que tout ceci se fait avec notre pognon quand même, hein. Bien sûr. Le pays qui perd de l'argent à chaque seconde de son appartenance à l'UE, c'est la France. Ouais. Faut arrêter, tu vois? Oui, Le parce que j'ai oublié de préciser qu'en plus, c'était dans le cadre d'une Union européenne à 35, Bien avec sûr, les Balkans avec occidentaux, les l'Ukraine, etc. Balkans, avec, voilà, on va se retrouver avec, et là, ça va me faire marrer de voir les gens, qui parlent de l'Europe civilisation à longueur de journée et heu qui vont devoir s'opposer à l'entrée d'un État comme l'Albanie. Culturellement, historiquement et disons sociologiquement parlant, il y a pas plus européen qu'un Albanais historiquement. Parce que Mmh. c'est ceux qui ont gardé les legs de population de l'ancienne Grèce. Donc il y a pas plus européen. Et pourtant, crois-moi que quand tu les as en immigration, il y a rarement plus problématique. Donc mais ça me fera marrer de voir, de voir les européistes de droite et d'extrême droite se dépatouiller avec ça. Parce que Tu vois attention, bien d'ailleurs, mais tu as raison, mais tu vois bien que face à ce genre de projet, toute idée de faire une coalition pour, à l'intérieur de cela, lutter contre ce qui va se passer, faire une coalition au Parlement européen, tout ça, c'est de la mais pour blague. faire Enfin, c'est quoi? encore plus de la blague. Je veux dire, à part se Mais barrer et sortir de ça par le Frexit, honnêtement, on voit bien maintenant, ça saute aux yeux, c'est évident. Il n'y a aucune coalition à faire. La Pologne vient de rebasculer officiellement dans le camp européiste. Alors avec qui ils vont la faire, leur coalition? Déjà, il n'y avait ah pas bah grand monde, il y en a encore moins avec Mélanie. Bon, on a vu ce que ça ah donnait, bah hein. non, ils vont te sortir et c'est pour ça d'ailleurs que, moi j'attends avec impatience la chute du satrape, hongrois parce que comme ça, si tu veux, on ne nous embêtera plus avec, les exploits de monsieur Orban. Moi, tu vois, j'ai vu la malhonnêteté de ces gens. Tu sais, en 2014-2015, mes équipes produises par Romain Bessonnet, donc que tu connais bien.
Or, Tout à fait. l'avantage de Romain, c'est que tous ces pays-là, il les connaît, dans certains, il a vécu et puis il en parle une partie des langues. Bon, heu, un document sur le fameux groupe de Visegrad. Mmh. Bon, document que personne n'a jamais attaqué parce qu'il est très difficilement attaquable, que d'ailleurs des gens très honnêtes, je pense aux mecs du Visegrad Post, qui sont des gens très honnêtes, et qui travaillent très bien, ont accepté en disant: oui, parce que, si vous voulez, parce qu'eux, ils y vivent en Hongrie. Donc, ils savent que Orban n'est pas un héros, que Orban n'est déjà pas un héros pour la Hongrie, mais alors un héros pour la France, enfin, à un moment, faut arrêter de déconner. Mais à un moment, moi, je finis par souhaiter la fin de ces gens-là parce que j'en ai marre qu'on fasse Bah, ce sont croire des leurs, quoi, des leurs, ouais. si tu veux, je préfère, si tu veux, il n'y a rien de pire que les faux patriotes. Je préfère encore Van der Leyen, je préfère Charles Michel, même si j'avais plus de tendresse pour Jean-Claude Juncker parce qu'il a un côté, Antoine Blondin, tu sais, mobylette 3 litres au 100, qui m'éveille une certaine tendresse, si tu veux, à son corps 3 litres de défendant et au quoi? mien. 3 litres de quoi? Enfin 3. Si 3. Dieu, je pêche par radinisme. Ça dépend de Or quoi on l parle. Voilà. Comment? Et Oui, puis oui, du coup, ça dépend de quoi on ça dépend parle, des oui. jours, matin, soir ou Et midi, oui, quoi. ça dépend de quoi on parle aussi. Voilà, de quoi on Mais parle. le mais si tu veux, il a fait beaucoup pour notre cause, à son corps défendant. Or, si tu veux, de vouloir changer ce truc, heu, alors que tu te mets encore plus dans la main, du monde extérieur parce que tu es tributaire de partenaires que tu n'auras plus. C'était évident que quand le PiS a donné plusieurs centaines de milliers de passeports polonais aux Ukrainiens qu'il a pris, que ces Ukrainiens les votaient pour le plus européiste possible. C'était évident. Le PiS a mérité sa défaite. Le PiS a Ouais, mérité sa défaite. Mais le pire, c'est que le PiS, allez, admettons, on fait une coalition avec eux. Admettons. Le PiS et le Fidesz, donc Orban, incarnent des États mendiants qui vivent du pillage de la France. Tu crois sincèrement? bien Du sûr. pillage industriel et du pillage financier. Pour acheter Et d'ailleurs derrière des armes américaines, du matériel, américain, allemand et cetera. Jamais et donc français. et tu vas me faire croire que ces gens qui vivent de ton pillage vont à un moment t'épargner? Faut arrêter de rêver. Bah, nos intérêts Le sont purement contradictoires. faut arrêter de rêver. Il Nous y aura pas n'avons de pas les mêmes coalition. intérêts. Alors évidemment, si tu réduis à l'intérêt minimum, c'est-à-dire, ils ne veulent pas d'immigration, blabla. Mouais. Le problème, c'est qu'une large partie des nationalités des pays d'Europe de l'Est s'achètent Mmh mh. et surtout qu'une partie de ces migrants qui arrivera de toute façon, un, l'existence de la Hongrie et de la Pologne n'a jamais fait plier le droit européen sur l'immigration, bien au contraire. 2, de toute façon, ces pays peuvent les refuser ils peuvent les refuser, ils font semblant de les refuser. Je connais bien la situation parce qu'en plus, j'y ai des envoyés dans ces 2 pays. Le PiS comme le Fidesz ont fait venir des immigrés, souvent du sous-continent indien, donc on ne va pas me faire le coup de la proximité, culturelle, tu vois? À la rigueur, ils auraient fait venir des Mongols, dans le cas de la Hongrie, ce serait un peuple Touran. Bon, c'est les fils d'Attila, OK, d'accord. L'indo-pakistanais, il est pas Touran, hein. À un moment, faut arrêter de chercher des excuses aux gens. Orban commence la vague immigrationniste dans son pays, comme le PiS, elle avait commencé. Pourquoi? Parce que ces pays sont des pays d'émigration, Mmh c'est-à-dire mh. que le problème pour eux, c'est pas uniquement les immigrés qui arrivent, c'est d'empêcher les leurs de se barrer. Et ils sont allés où? Contingent allemand, contingent scandinave, c'est des pays où les grands-parents élèvent les petits parce que la population adulte par an est largement partie. Or, de voir ces gens-là se coaliser avec eux, alors que leur intérêt objectif, c'est un de mentir à leur population sur le fait migratoire et 2 de nous faire les poches, à un moment, la bêtise confine à la trahison et c'est De ça le toute façon, problème. je vais te dire, Pierre-Yves, même si dans un monde idéal, on était d'accord, on arrivait à faire une coalition, ça ne fait que 2 pays. Et tu ne bouges pas ce ne serait évidemment de toute façon même pas Non, mais suffisant. Puisque tu auras c'est pas suffisant et puis surtout, on à est un moment, il 27, faut plus demain, quelques autres qui vont arriver.
un Donc, moment, il faut bien rien ne comprendre, tient dans leur argumentation. Tout rien ça ne est tient et mensonger. surtout, tu vas être en face du fédérateur extérieur. C'est-à-dire Ouais, que tant que les États-Unis sont aux États-Unis. dominés par les germano-américains du département d'État, qui aujourd'hui, c'est monsieur Blinken, qui incarne ce réseau-là, heu, eh bien, l'administration démocrate protégera l'Union européenne pour une raison qui est intrinsèque à la stratégie américaine, c'est qu'il fallait neutraliser beaucoup de pays européens turbulents, principalement la France et l'Angleterre, pour ne pas les nommer, et que l'OTAN, dans le cadre italien, espagnol, et le et de l'autre côté, le garde-chiourme allemand, sert à ça. Donc Sûr. nous ne pou ça ne bougera pas de l'intérieur. Le seul moyen, Boukowski le disait très bien avant de mourir. Lui, il avait été face à l'URSS. Il disait: «Vous n'avez qu'un mot à dire, indépendance». Tout à fait. C'est le il n'y a de toute façon, tout le reste, c'est de la mauvaise littérature et là, ce projet, je vais dire, je il y a des peuples à qui je ferai un peu confiance pour arrêter ce type de projet, parce que sinon, eux, ils sont morts. Je pense aux Néerlandais, auxquels personne ne pense jamais, parce que eux, historiquement, ils sont culturellement le vis-à-vis de l'Angleterre sur le continent et ils sont, avec nous, les grands perdants économiques. On Avec rappelle qu'ils nous avaient voté non, comme nous, quelques et ils jours avaient après nous, en voté non comme 2005 nous. par référendum, hein, à la Parce Constitution que européenne. si on fait entrer les Balkans occidentaux, ça va être une rallonge pour eux et pour nous. Les Allemands, ils les veulent, les Balkans occidentaux, parce qu'ils veulent un transfert de population. Donc, ils les veulent et ils veulent maintenir les cheap jobs. Ça, c'est une Ouais. obsession germanique. Mais par contre, les Néerlandais, alors qu'eux, aujourd'hui, le dernier pan mondialiste chez eux, c'était de tenir le port de Rotterdam. C'est-à-dire de dire: «Oui, mais on est quand même de plain-pied dans la mondialisation et dans l'Europe». Maintenant que le port de Rotterdam menace de faire des Pays-Bas un narco-État, où quand même les narcos présents sur sol néerlandais ont fait savoir que si on reniflait trop certains conteneurs à Rotterdam, ils le feraient payer au Premier ministre physiquement, bah, maintenant, les Néerlandais commencent à réfléchir et c'est pas pour rien que l'un des grands souverainistes de ce continent, avec toi et quelques autres, est un Néerlandais, le camarade Thierry Baudet. Tu Mmh. vois? Ce n'est pas pour rien. Or, je pense sincèrement que beaucoup Il de se passe des gens choses de intéressantes aux Pays-Bas avec le mouvement tout à paysan, fait. mmh. Et si tu veux, tu as des pays qui vont freiner des cas de fer parce que je crois même que l'Italie maintenant contributrice nette, si tu veux, même si Mélanie se couche sur tout, l'Italie va encore s'appauvrir et il y a un pays Oui, qui même si elle a été achetée par le plan de relance covid qu'on finance, si bien tu veux. sûr, Là, je crois mais qu'elle touche 200 milliards, donc ouais, mais elle va devoir les recracher vite, hein, parce ah que bah, si tu bien veux, sûr. et tu Non, un non, truc mais sur lequel je m'interroge. qu'on peut espérer quand même, c'est que Ouais. ce nouveau projet-là entre dans le débat des européennes en Ah France, bah, c'est que de toute ça façon, éveille il va la falloir ça flamme va du être notre Frexit rôle. chez pas mal de monde. Ça va être notre rôle de le mettre Bien parce que sûr. là, si tu veux, voilà, si ils prennent la personnalité juridique étatique, ça veut dire objectivement que la France disparaît. Oui, c'est ça. Parce Disparaît. que moi, je l'ai analysé Et comme ça, oui, c'est tu vois, c'est si tu veux, il y a pas de tu vois, il y a pas 2 personnalités morales, politiques, l'une sur l'autre. Tu vois, ça oui. n'existe pas ça. Bah, c'est-à-dire Donc l'Ohio n'a pas d'existence internationale, voilà. tu vois, si tu veux, en tout cas pas, pas après l'affirmation de la fédération. Tu vois, le Texas avait une ambassade en France Non, non, mais jusqu'à je parle l'affirmation maintenant. de la fédération, tu vois? Maintenant, Mais par contre, une fois que c'est Washington, tu vois? bien sûr. Donc la France disparaît. Bon, de toute façon, c'était le but de toute cette opération depuis le début, hein, Bien donc sûr. bon, mais tu vois, le pire, c'est là où tu vois comment les eurocrates réagissent. Tout s'effondre, donc il faut accélérer. Ouais, Tu c'est vois? ça. C'est le mur se rapproche, donc je mets un coup de frein, l'iceberg pointe son nez, augmenter les machines. Ils ne peuvent réagir que comme ça. Donc de toute façon, ils le feront. La seule chose qui puisse les arrêter, c'est soit un craquement interne de l'équivalent du Brexit, soit un craquement externe de l'équivalent du retour de Donald Trump. Mmh. Que c'est Je dis même l'effondrement, même la chute de Kiev,
je pense, n'aura pas tu ne fais pas boire un âne qui a pas Ça n'a soif et pas la tu ne peux force pas faire suffisante. réfléchir Charles Michel, tu vois? C'est 2 choses impossibles, tu vois? Donc ça ne leur fera pas un choc psychologique, ça les met dans l'optique ça va renforcer leur caractère laquais des Américains, c'est-à-dire, vous voyez, face aux Russes, on a perdu, donc il faut qu'on soit encore plus soumis parce que Poutine est là. Ce Bah, sera c'est tout. aussi parce que, cette chute est en train d'avoir lieu que, hop, plus personne n'en parle et que, Bien sûr. opportunément, on détourne le regard vers, le Proche-Orient. Ça arrange aussi pas mal de monde qu'on ne parle plus trop de Ou ce qui se passe en ou au Ukraine. passage, on arrive en mettant en danger tout le monde. Le discours de von der Leyen au Bien sûr. Moyen-Orient prouve que tu peux leur donner n'importe quel tu vois, c'est l'antithèse de la pierre philosophale. Tu vois? C'est tout ce qu'ils touchent se transforme en bouse. C'est-à-dire que Exactement. tu peux leur donner n'importe quel dossier, ça se retournera contre nous. Ça prouverait à quel point cet État européen serait éminemment dangereux pour nous et pour les populations. Euh, pour conclure rapidement, on ne fera donc pas confiance au parti dit euro-réformiste face à ce monstre. Euh, je trouve qu'en ce moment, on a, depuis quelques mois, alors c'est un mouvement qui date d'il y a plusieurs années, mais on a une vraie révélation du côté de certaines oppositions, entre guillemets, comme le RN, qui Mmh, a fait sa mue jusqu'au bout, là. La mue avait été entamée il y a 5-6 ans, lorsque le Frexit a été abandonné, en 2017. Et ces derniers mois, on a constaté que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, systématiquement, ils votaient pour ou ils s'abstenaient. C'est-à-dire qu'il n'y a bien plus sûr. d'opposition du tout. Le règlement européen DSA, abstention. Facilité pour l'Ukraine, 50 milliards, etc. Perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, abstention, pas de vote Mmh, contre. La loi SREN à l'Assemblée nationale de censure des réseaux sociaux, abstention. Là, j'ai entendu que Marine Le Pen disait s'ils enlèvent l'article 3 de la loi immigration, nous pourrions envisager de la voter. Euh, voilà. Donc, si tu veux, il y a quelque chose qui s'est produit là. Il mmh, y a bien un sûr, masque qui est complètement tombé. Alors, le bien temps sûr. que les électeurs s'en rendent compte, peut-être qu'il faudra un petit délai. Mais comment tu l'expliques ça? Je l'explique de 3 manières. Premièrement, je pense que, Marine Le Pen est tout à fait consciente, du niveau des gens qui est autour d'elle. Je Mhm. pense qu'elle en est tout à fait consciente. Elle les a sélectionnés pour ça parce que, faut être très clair, hein, bon, Marine Le Pen, moi, est quelqu'un, qu'à titre personnel, je juge comme intellectuellement inapte à être chef d'État, Mhm. totalement inapte. Elle n'a pas ni la verticalité, ni la moralité, ni l'intelligence, ni la culture. Autrement dit, elle a aucune des cases. Tu vois? Bon, tu l'auras rhabillé Et pour l'hiver. non, non, mais si tu veux, c'est un état de fait. Or voilà, le problème, c'est qu'elle s'est entourée de gens plus médiocres qu'elle, ce qui explique d'ailleurs que tous les souverainistes ont été chassés à toi pour commencer. Alors que Enfin, je moi, me j'ai un suis souvenir chassé moi, mais je veux dire. oui, non, Je... mais si tu veux, C'est-à-dire toi, qu'ils ont chassé le souverainisme du programme, ouais. C'est tout à ça. fait et ça voulait dire, que toi, tu pouvais pas rester. Ah oui, bien Or, sûr. et avec toi, des gens brillants, je pense à Murer, je pense à d'autres. Moi, j'ai jamais été encarté dans ce parti, donc si tu veux, je peux en parler tout à loisir. Le, parce que je pense que de toute façon, elle sait très bien que ces équipes ne feront rien. Elle les a sélectionnées pour tel, parce qu'elle a une peur maladive de perdre la PME familiale. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Donc elle a pris, ce qui est à la fois le moins compétent et le plus servile. Il suffit de voir le groupe à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est-à-dire, Ah oui, non, mais il est impressionnant. Oui. Dans les c'est-à-dire votes, que bon, voilà, moi, j'invite tout le monde à aller voir ses votes. C'est impressionnant. tu vois, C'est cet quasiment émir, 100% de votes voilà, pro-Macron. des gens, objectivement, tu vois, tu vois, voilà, le c'est une sorte de gigantesque cour des miracles, de gens qui ont trahi tout ce qu'ils ont dit être et tous les gens qu'ils ont croisés. Moi, tu vois, j'en ai connu un certain nombre, que c'est parmi ceux qui sont les renégats de chez Dupont-Aignan. Bon, je dois dire que j'ai pas été surpris, des Loubet, des machins, des gens comme ça, bon, absolument pas surpris de ce que c'est devenu. Donc Marine Le Pen a sélectionné ça et d'ailleurs, ils ne feront strictement rien, ils n'ont rien envie de faire. Tu vois, c'est juste un passage de caisse, ni plus ni moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'influence.
du retour de l'extrême droite, disons, d'une part d'extrême droite néo-gréciste et maigretiste qui est incarnée par Philippe Olivier Mmh. et d'autres créatures de ce même type, qui eux, de toute façon, ont toujours été les partisans d'un ma de même du temps de Maigret, donc bien avant Macron, de faire un mag déjà un macronisme, heu, c'est-à-dire de faire le système plus le racisme personnel qui tient lieu d'idéologie à ces gens. Bon, Mmh. c'est, toute la jonction, nouvelle droite, Maigret, quoi. Bon, c'est-à-dire, Mmh. le système moins l'immigration, ce qui est avant tout une marque d'un trait qui les caractérise en plus de la malhonnêteté, qui est la fainéantise. Parce que ne Non, pas mais ce qui d'ailleurs n'est comprendre pas possible parce que tu ne peux pas régler le problème le migratoire en c'est étant un anti. système éminemment immigrationniste Ça donne pour une rais Mélanie, bien sûr. Ça pour donne une Mélanie. raison qui est très simple. Tu es dans un système libre-échangiste et mondialiste, c'est-à-dire un système de la mobilité généralisée des Mmh. facteurs de production. Finances, biens, services et personnes. Mmh. Voilà, c'est les l pourquoi l'Union européenne est mondialiste? C'est le cœur du traité. Le cœur du traité, c'est les 4 libertés. Depuis Point, 57. barre, ligne. Or, la libre, circulation des personnes, bah, c'est ce que certains, s'exclafent de découvrir en 2023 et qu'ils appellent grand remplacement. Mais ça date du traité de Rome. Bon, c'est comme ça. La libre circulation des personnes, c'est ça. Or, si tu veux, heu et le troisième facteur, je pense que ça joue, c'est le fait qu'une partie de ces gens étant aujourd'hui mis en examen, Mmh mh. je pense qu'ils pensent que le système, plus ils collaboreront, plus Plus il le sera système sympa. les épargnera. Ouais. Alors, je le dis tout de suite, le système n'a aucune raison de les épargner, aucune, parce que là, sur ces dossiers-là, il a toutes les cartes en main, il n'a aucune raison de les épargner. Or, on le sait tous que Marine Le Pen, de toute façon, ne fera rien si elle est élue. Elle vendra certainement pour donner des gages le pays encore plus vite. Donc à titre personnel, on ne me prendra pas à jouer le contre Castor. Je le dis, ça n'engage que moi, hein. Mais à titre personnel, monsieur Attal, puisque moi j'avais prévu la stratégie Attal depuis des mois, je le voyais arriver parce que c'est le macronisme de gauche qui refuse que le panda déplumé du Havre, reprenne la main parce ils ont jamais pu le supporter. Donc ils sont allés chercher Attal parce qu'ils ne croient pas à Bruno Le Maire, on va être très clair, et qu'ils croient encore moins en Darmanin, ce en quoi je ne leur ferai pas un procès en incompétence. L'avantage d'Attal, c'est que c'est celui qui ressemble le plus à Macron, au premier Macron, Bah, tu vois? c'est-à-dire qu'il aurait à peu près le même âge en 27 que Macron en 2017. Voilà. Donc si ce que je pense, enfin ce que je si tu veux, c'est que ce macronisme-là, en face de Marine, de toute façon, va être très clair. Que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Attal, ou que ce soit même Bruno Le Maire, bon, il a des problèmes de financement de campagne qui, à mon avis, à un moment, vont avoir raison de lui, mais bon, monsieur Darmanin y croit, pourquoi pas lui? Ces 4 hommes ont un avantage que Macron n'a pas, c'est qu'ils vont apparaître dans l'électorat moins détestables que ce que Macron a été. Mmh. L'antimacronisme ne jouera pas contre eux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Attal a l'intelligence, lui, de jouer le centre droit d'entrée de jeu. Mmh mh. Tu vois? C'est pour ça la baya, c'est pour ça tout ça. Si tu veux, ça, c'est une stratégie grasse, hein, c'est du sous-sarkozysme. Vieille technique, bien connue, ouais, gros rouge qui Vieille tache, ouais. technique bien connue. Or, Mmh. si tu veux, Marine Le Pen, de toute façon, n'a rien à proposer en face de ça. Elle n'a même pas d'équipe de substitution. Tout le monde le sait. Donc, résultat, et le pire, je te le dis, moi, ma crainte est la suivante. Nous avons, alors, comment évoluera le cas italien? Très difficile à dire, mais les Français, en plus, n'ont pas une identité politique qui est parallèle à celle des Italiens. Nous, on est beaucoup plus proche des peuples, de certains peuples de l'Ouest, comme les Anglais. Mmh mh. Mais nous avons un cas qui est, le cas d'un populisme qui a trahi son peuple. Le cas grec. Aujourd'hui, la rivière est rentrée dans son lit, les Grecs ont accepté de baisser la tête face au système Mmh. et ça fait 10 ans que ça dure, hein. Ouais. Donc question
combien de temps les idées nationales vont, disparaître du débat public français si une coalition de traîtres arrive à la tête? Parce que le C'est le pire problème, c'est danger. que C'est c'est le le pire pire danger. danger parce que plus De personne tuer ne l'idée nationale. plus personne ne voudra croire à la France pendant 30 ans. Or, le problème, c'est que on va être très clair, si le système repart pour 30 ans, le pays ne s'en relèvera pas. Les masses immigrées entrées seront beaucoup trop nombreuses, la réindustrialisation sera très, 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 très difficile et de toute façon, le peuple français n'aura plus, heu, confiance en rien. Il faut pas oublier que énormément de gens qui sont les abstentionnistes de longue durée d'aujourd'hui sont des gens qui ont voté socialiste à 18 ans, à 21 ans à l'époque, pardon. Ça devait être encore 21, en 81, qui ont voté, Non, socialiste. Donc non, non, parce que c'est Giscard qui l'a mis non, c'est en Giscard qui a mis à 18, pardon, oui, donc c'était ouais, bien 18. C'est 18, ouais. Giscard qui a mis à 18. Le C'est pour c'est ça qu'il a perdu pardon. d'ailleurs en 81 parce que les Oui, tout à fait, 18-21 parce ont que voté le contre. vote des 18-21 ans lui était négatif Mmh. et d'un côté, ils ont peut-être sauvé le pays parce qu'un deuxième mandat de Giscard, ça aurait été le premier mandat Macron. Or, le parce que c'est des gens qui avaient 18 ans en 81. C'est des gens qui ont été détruits par la gauche. Or, notre Oui. électorat et notre électorat populaire pourraient plonger comme un cachalot en abstention de longue durée, puis terminer. Non, mais C'est donc d'ailleurs tout ça, si tu veux, ça oblige encore plus les souverainistes, Ah bah, sérieux pour le coup, à nous on n'a pas le travailler choix et à être unis. de pas faire, c'est le si Ça le nous tout à oblige encore l'ego le plus, hein, je vais te dire. Ça nous oblige mais encore plus. si le tout à l'ego l'emporte chez nous, l'histoire sera sans pitié sur le jugement qu'elle portera sur notre action On est et a d'accord, raison. on est d'accord. Non, on est d'accord. Allez, une petite note pour terminer. Pendant que nous parlons ici sous la grisaille et la pluie et la tempête, Anne Hidalgo surfe à Tahiti puisqu'elle elle se doit de, ça dure 3 semaines, de vérifier, d'inspecter, plus exactement, c'est le Canard enchaîné qui a sorti l'affaire, hein, mais c'est vrai, d'inspecter les infrastructures de surf pour les JO 2024. Donc, elle est partie 3 semaines à Tahiti. Qu'est-ce que ça dit sur la vie politique française au-delà du côté un peu pittoresque de l'affaire? On conclura Alors là-dessus, hein, Pierre. si tu veux, premièrement, je ne mésestime pas les compétences d'Anne Hidalgo sur le surf parce qu'à Paris aujourd'hui, entre les travaux et les rats, il faut savoir surfer. Je Les donc je punaises de ne lit aussi, pareil. et je maintenant les punaises de lit, nous avons de nouveaux arrivants. Le Alors premièrement, moi je suis toujours assez heureux, tu sais que moi j'ai un amour immodéré et je suis, assez triste de l'abandon, qu'ont fait nos territoires d'outre-mer donc Ah ouais, très content qu'on mette en avant Tahiti qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait mettre en avant. Bon, si c'est le surf, ce sera le surf, mais il y a tellement d'autres c'est choses. pas ça que, alors ça, c'est clair que c'est pas ça que je lui reproche. Ah mais ça c'est sûr. Non, non, mais Très heureux pour nos compatriotes par contre, de si tu Polynésie veux, française. premièrement, déjà, les grands spécialistes des installations de Tahiti sur le surf, c'est les Tahitiens eux-mêmes. Bah Donc oui. déjà, parce que si tu veux, c'est nos frères du Pacifique qui connaissent le mieux ces disciplines avec une partie d'ailleurs de la France de l'Ouest. Hein, juste un point, contrairement aux fans de Brise de Nice, non, on ne peut pas surfer en Méditerranée pour une raison, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de marée, donc il y a pas de courant. Donc une mer fermée. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que, tu vois, Anne Hidalgo, dès qu'elle a une occasion sur l'argent du contribuable, parce qu'elle a un vrai rapport pathologique à l'argent du contribuable dans sa gestion, dans sa vie politique. Elle a une passion pour le fait de balancer l'argent par les fenêtres. Elle part C'est vrai qu'elle a bien creusé la dette de Paris, oui. Elle part 3 semaines sur un truc où elle est particulièrement incompétente, heu, au lieu de demander aux gens du cru, qui eux connaissent et la discipline et les installations, de les évaluer et connaissant, nos frères tahitiens, c'est fait, c'est bien fait et qu'est-ce qu'elle va faire là-bas pendant 3 semaines? Mis à part profiter de Tahiti qui est un endroit merveilleux, mais le problème, c'est qu'elle est payée pour ça, sur de Ouais, l'argent c'est public. embêtant pour C'est on parlait l'image. de tu vois Tu vois, on parlait pour le No Twitter Day d'habitude de petits marquis. Ouais, Ça, tu vois? Et Anne Hidalgo a été une des personnalités politiques qui a joué un rôle clé dans cette régression. ouais, c'est ce Je que je trouve que pense. ce ne sont pas des mœurs républicaines. Ça
ce sont des mœurs, même pas de l'ancien régime ou dans la puissance de l'ancien régime. Tu vois, ça me rappelle un très beau livre qui est de l'historien Fadi El Hadj, qui s'appelle, «Sur les derniers temps de la monarchie», et il avait fait une vidéo chez moi, là, au Cercle, et il nous lisait, les exploits de ces nobles décadents, et tu fermais les yeux, tu pensais Bruno Le Maire, Anne Hidalgo, et cetera. Enfin, si tu veux, c'était translucide. Tout Et tu vois, ce sont des mœurs de bas empire, c'est-à-dire, dès que j'ai une occasion, je vais me faire bronzer aux frais du contribuable parce que je le vaux bien. Il est sûr que la manière dont elle gère Air Paris mérite une prime à la casse. Bon, donc non, non, tu vois, ce ne sont pas des mœurs républicaines. Tu vois, surtout, moi, si tu veux, nous travaillons dans nos équipes sur le concept d'État archipel, c'est-à-dire, d'obtenir un surcroît de souveraineté par l'archipélisation vis-à-vis de nos territoires d'outre-mer, c'est-à-dire c'est un État souverain plus plus, si tu veux. C'est un concept sur lequel on travaille. Alors que, tu vois, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, tu vois? C'est avoir justement une dynamique de puissance pour ces territoires et une dynamique pas du tout de décentralisation, moi j'y ai jamais cru, tu le sais bien, Mmh. mais une dynamique de, comment dire? De rendre souple et adaptée la décision publique vis-à-vis de ces territoires, qui nécessite d'avoir, disons, moi, par exemple, d'avoir des préfets particuliers qui aident au développement de ces territoires dans le cadre d'un État développeur. Pas du tout de faire, voilà, la mairesse de Paris, vient à Tahiti. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? On est au 21e siècle, et et on a ce que là encore Philippe Muret disait, on a des Pompadour devenus des Pompatouït. Tu vois? Si tu veux, ce sont des mœurs de fin de monarchie, tu vois? Et ça ne m'étonne pas que ce soit Anne Hidalgo, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais elle a un rapport vraiment pathologique à ça. Oui, voilà, c'est pour ça, il y a quand même une dimension sérieuse derrière cette affaire et c'est pour ça que je voulais t'en parler et on va conclure là-dessus et je te remercie vivement une nouvelle fois, C'est moi qui te Pierre-Yves. remercie, Florian. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tes équipes et au Cercle Aristote pour tout le travail que vous faites. Évidemment, allez les soutenir et puis à bientôt. À très vite. Je crois qu'on se voit d'ailleurs en manif le On se voit en le manif 11 le 11. samedi 11 novembre, rendez-vous 14h place de Barcelone pour le cortège et je sais que tu seras là et que tu viendras parler. Avec Merci Pierre-Yves, plaisir. à très bientôt. Très vite. Voilà, grand merci à Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, pour cet entretien que j'ai trouvé passionnant. On aurait tant de choses encore à dire. C'est bien, Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Chacun, après, peut débattre, etc. Mais c'est ça, la liberté d'expression. Et c'est toujours extrêmement intéressant à argumenter, en tout cas. Et ça, c'est bien. Et un autre son de cloche que ce qu'on entend dans les grands médias, ça c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. N'hésitez pas à partager cet entretien, cette vidéo, à lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, un petit clic, c'est gratuit. Voilà, vous le savez, hein, plus vous êtes abonné, plus les vidéos seront recommandées par YouTube. On va toucher de nouveaux internautes si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Et c'est comme ça qu'on crée des résistants tous les jours, c'est en touchant de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore forcément. Merci à vous, bien évidemment. On se retrouve en direct ce vendredi 3 novembre à 19h sur cette chaîne. Je prends toutes vos questions en direct. On a une très très grosse actu à regarder ensemble sans aucune langue de bois, actu nationale et mondiale. Vraiment, soyez là. Vendredi 3 novembre à 19h sur cette chaîne YouTube et ramenez du monde. Par ailleurs, vous avez noté le très grand rendez-vous le samedi 11 novembre à Paris, place de Barcelone, rendez-vous 14h pour le grand cortège national. Brisons nos chaînes. Première fois qu'on fait une manif comme ça, Union européenne autant censure. Brisons nos chaînes avec les drapeaux français. On peut faire des grands slogans, brisons nos chaînes d'ailleurs. Des chaînes brisées, il y a plein de choses à faire. C'est ouvert aux adhérents et non-adhérents, c'est sécurisé toutes les familles, bien évidemment. Tout le monde est le bienvenu. Et ça va être un très très grand moment avec Pierre-Yves Rougeron, justement, qui viendra parler, Aldostérone, on aura une intervention d'Aldostérone, de Philippe Murer et d'autres. Soyez là au rendez-vous le 30 novembre par ailleurs. Je suis un jeudi soir en réunion publique à Nîmes. Tour de France de la liberté. Il faut s'inscrire. C'est formidable, c'est une grande soirée. On vous offre le verre de l'invité. Il y a juste 5 € d'entrée, mais il faut s'inscrire pour nous aider. C'est pas obligatoire de s'inscrire, mais c'est beaucoup mieux. Ça nous aide à organiser la soirée, bien évidemment. Voilà. Ben écoutez, il me reste à vous dire de venir vous battre à mes côtés, à nos côtés. Il faut qu'on se batte ensemble. Vous voyez, on a parlé de choses essentielles avec Pierre-Yves. On a parlé des crises extérieures. On a parlé de la liberté d'expression.
avec tous ces ozos du No Twitter Day. Là, on a parlé de la vraie résistance par rapport aux fausses oppositions, on a parlé de l'avenir, on a parlé de la France libre, on a parlé de l'Union européenne, du Frexit, de tant de combats, nos libertés. Il faut venir, je vous attends. Voilà, chacun prend ses responsabilités. C'est prendre sa responsabilité que de venir dans un mouvement de résistance authentique, anti-oligarchique. On n'a pas les copains, nous, du système et leurs millions et leurs réseaux, non. Mais on fait, et on sait de se débrouiller par nous-mêmes. Et on a construit un très grand réseau. Soyez là. Un réseau de résistance. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, c'est le même, c'est le premier sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, le lien apparaît sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça nous permet de faire plus d'actions concrètes. Concrètes. On n'a pas les banques, on n'a pas les millions du système, rien. Mais on fait. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Une baisse concrète d'impôts pour vous, très substantielle. Profitez-en. Voilà, bravo donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!